Je veux dire que le timing ne pouvait pas être pire, alors que nous avions un bon canal de paiement. Nous n'avons pas de trommel en marche. Nous ne recevons pas d'or. Non, je suis contente. Il te reste encore la majeure partie de l'été. Ouais, j'en suis plutôt contente. Tony Beats ne se contente pas d'extraire de l'or. Il réussit l'impensable, en ramassant des montagnes d'or en seulement 14 jours, alors que d'autres luttent pendant des années. Avec un courage inébranlable et des stratégies révolutionnaires, il ne se contente pas de survivre. Il réécrit les règles du jeu. Laissez-nous vous emmener plus loin dans son monde de risques, de récompenses et d'un moment qui vous laissera bouche bée. Oubliez tout le jargon d'entreprise et les explications fantaisistes. Ce gars est une légende parce qu'il ne se contente pas de creuser pour trouver de l'or. Il domine tout le processus. En seulement 14 jours, il a transformé sa concession en un véritable trésor. Ce n'est pas une exagération. Tony a le don de prendre des risques calculés et d'obtenir des récompenses dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Mais alors que l'équipage se réjouit, une découverte choquante dans le sol gelé menace de tout changer. L'extraction de l'or n'est pas un travail de tous les jours. De 9 à 17 heures. C'est un travail brutal, imprévisible et qui demande du courage. Mais pour Tony, c'est juste une journée de travail comme une autre. Ce n'est pas le genre de gars qui recule devant un défi. Alors que d'autres voient des obstacles, lui voit des opportunités. Ce gars n'attend pas que la chance lui tombe dessus. Il la saisit avec détermination et un courage absolu. Il s'est forgé une réputation de personne qui prospère là où la plupart s'effondreraient, affrontant des conditions difficiles, des machines délicates et tous les risques liés à la chasse à l'or. Lorsque Tony dit qu'il nage dans l'or, ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse. C'est une déclaration de sa domination dans le jeu. Extraire de l'or ne consiste pas seulement à devenir riche. Il s'agit de faire en sorte que chaque pas compte. De la recherche de terres prometteuses à l'extraction de chaque grain de poussière brillant, en seulement 2 semaines. Il a réussi ce qui prend à d'autres des mois, voire des années. Ce n'est pas de la chance, c'est du talent, de l'expérience et de la persévérance. Mais Tony ne fait pas cavalier seul dans cette ruée vers l'or. Il a une équipe qui est tout aussi solide et motivée que lui. Ce ne sont pas de simples employés. C'est une équipe qui sait travailler dur. Qu'il s'agisse de conduire des machines lourdes ou de réparer des pannes à la volée, ils sont l'épine dorsale de son activité. Le leadership de Tony est ici essentiel. Il est exigeant, certes, mais il les soutient également. Quand le patron s'investit autant que le reste de l'équipe, le respect suit naturellement, et c'est exactement ce que l'on voit sur sa concession. Un autre atout dans sa manche? La technologie. L'exploitation minière ne se résume plus seulement à des pioches et des pelles. Tony a toujours une longueur d'avance et utilise des machines de pointe pour s'assurer qu'aucune once d'or ne passe inaperçue. Il n'a pas peur de dépenser beaucoup pour gagner gros. Un équipement de haute technologie, des méthodes innovantes et des années d'expérience font que son entreprise fonctionne comme une machine bien huilée. L'efficacité est son arme secrète, et elle rapporte des sommes colossales. Ce qui le distingue vraiment, c'est sa résilience. L'extraction de l'or n'est pas une sinécure. Les machines tombent en panne. Les tempêtes frappent et le prix de l'or peut être aussi imprévisible qu'un tirage au sort. Mais rien de tout cela ne le dérange. Il a traversé tout cela et est toujours là, prouvant que les revers ne sont que des tremplins. Pour lui, ce n'est pas seulement la quantité d'or que l'on extrait du sol qui compte. C'est aussi le nombre de fois que l'on remonte à la surface quand les chances ne sont pas de notre côté. C'est pourquoi le moment où l'on nage dans l'or ne se résume pas seulement à la matière brillante. C'est un signe d'honneur pour son travail acharné et son courage. Et parlons de l'or lui-même. Ce n'est pas seulement du métal. C'est une récompense. Un symbole de tout ce pourquoi il a travaillé. Chaque pépite représente les heures de travail, la sueur, la résolution de problèmes et la persévérance. L'or n'est pas seulement une richesse. C'est un témoignage de la capacité à s'attaquer à l'un des secteurs les plus difficiles et à en sortir vainqueur à chaque fois. Ce n'est pas non plus comme si la concurrence dormait. Le monde de l'extraction de l'or est un bassin à requins où tout le monde se bat pour les meilleurs emplacements et les gisements les plus riches. Pour se démarquer dans ce jeu impitoyable, il faut du cran et de l'intelligence. Il en a à revendre. Il ne se contente pas de creuser au hasard. Il joue aux échecs pendant que d'autres jouent aux dames, avec la clairvoyance de choisir les bons endroits, le savoir-faire pour en tirer le meilleur parti et la confiance de prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Il est au sommet de son art. En plus de tout cela,
Il ne ferme pas les yeux sur l'environnement. L'exploitation minière a toujours été néfaste pour la planète, mais il fait sa part pour changer les choses. Des systèmes sont en place pour minimiser les déchets et garantir que les opérations ne laissent pas de cicatrices sur le sol. Il ne s'agit pas seulement de s'enrichir, il s'agit de le faire de manière responsable. Cet équilibre entre profit et préservation n'est pas facile à trouver, mais il y parvient. Lorsque vous entendez Tony dire qu'il nage dans l'or, il est facile d'imaginer des piles de pépites brillantes et de gros symboles de dollars. Mais c'est bien plus que ça. Il s'agit de tout ce qui a mené à ce moment. La planification, les jours difficiles, les revers et les retours en arrière. Il s'agit d'un homme qui maîtrise son art et refuse de se contenter de moins que le meilleur. Tony Beats n'est pas seulement un chercheur d'or, c'est une force de la nature. Sa ruée vers l'or de 14 jours n'est qu'un autre chapitre d'une carrière qui n'a rien de moins que légendaire, en repoussant sans cesse les limites et en redéfinissant ce qui est possible. Il prouve qu'avec suffisamment de courage et d'intelligence, on peut vraiment nager dans l'or. Les fondations de l'empire de Tony reposent sur son incroyable capacité à identifier les endroits les plus prometteurs. L'exploitation de l'or ne consiste pas seulement à creuser partout où l'on peut. Elle nécessite un sens aigu de la géographie, une compréhension des gisements minéraux et une volonté de parier gros. La volonté de Tony de parier sur des claims à fort potentiel s'est avérée extrêmement payante. Son expertise dans la lecture du terrain et la prédiction des endroits où l'or pourrait se cacher a été affinée au fil des années d'expérience, ce qui fait de lui l'une des personnalités les plus intuitives et les plus compétentes du secteur. Une fois le site choisi, le vrai travail commence. Les opérations de Tony ne sont pas pour les âmes sensibles. D'énormes machines rugissent et découpent la terre et la roche avec précision. Ce n'est pas un processus facile. C'est une symphonie d'efforts humains et de prouesses technologiques. La capacité de Tony à coordonner son équipe et ses machines avec une efficacité redoutable garantit que chaque once d'or est extraite avec un minimum de déchets. Cette attention aux détails est une caractéristique de son approche. Il ne laisse rien au hasard et veille à ce que chaque ressource soit utilisée à son plein potentiel. Tony Beats ne se contente pas d'extraire de l'or. Il transforme les défis en trésors. Un nouveau chemin construit sur la détermination. Pour l'individu au centre de tout cela, la décision de rejoindre Parker était bien plus qu'une simple question d'exploitation minière. C'était une déclaration d'autodétermination. Prouver sa capacité à réussir sur le plan personnel en dehors de l'ombre de l'héritage de Tony avait un prix élevé. La relation déjà compliquée avec son père s'est encore plus fracturée. Si le succès professionnel est venu rapidement, le prix personnel a été indéniable. Tony, quant à lui, a essayé d'aller de l'avant. Il redoubla d'efforts pour mener à bien ses opérations minières, se concentrant sur la reconstruction et prouvant que l'équipe Beats pouvait prospérer sans le membre disparu. Mais ses proches savaient que son absence avait laissé des traces. Tony était fier de sa capacité à résister à n'importe quelle tempête. Mais celle-ci en particulier était une de celles qu'il n'avait pas anticipées. Cette perte n'a pas seulement été un coup dur pour l'équipage. Elle a rappelé que même les familles les plus fortes ne sont pas à l'abri de la division. L'équipage de Parker, renforcé par ce nouveau membre, a continué à établir de nouveaux records. Leur succès a servi de justification, mais a également creusé le fossé avec la famille Beats. Alors que l'équipe de Parker célébrait ses victoires, l'équipe Beats a continué à se battre, déterminée à prouver qu'elle pouvait encore concourir au plus haut niveau. La rivalité entre les deux équipes est devenue encore plus intense. Chaque médaille d'or et chaque revers étant scruté à la loupe par les fans et les critiques. Cette histoire est celle de l'ambition, du conflit et de la lutte pour trouver sa place dans un monde dominé par des personnalités hors du commun. Elle nous rappelle que la loyauté est une arme à double tranchant et que la quête de l'indépendance a souvent un prix. La décision de partir n'a pas été facile, mais c'était une étape nécessaire pour définir un nouvel héritage. Pour Tony, ce fut une douloureuse leçon sur les complexités de la famille et du leadership. Et pour Parker, ce fut un coup de maître stratégique qui a consolidé son statut d'un des opérateurs les plus avisés du secteur. Alors que la poussière retombe, l'avenir reste incertain. Le nouveau partenariat ne montre aucun signe de ralentissement. Mais les cicatrices laissées sur la famille Beats mettront du temps à cicatriser. Seul le temps pourra répondre à la question de savoir si ce changement sera finalement perçu comme un pari audacieux ou une trahison imprudente. Une chose est sûre,
dans le monde à enjeux élevés de l'exploitation aurifère, où des fortunes sont gagnées et perdues à chaque saison. Le drame est loin d'être terminé. L'exploitation de l'or ne se résume pas à faire fortune. C'est aussi un bouillonnement d'ambitions brutes, de machines lourdes et de personnalités conflictuelles. L'émission de télé-réalité Gold Rush n'a jamais hésité à montrer à quel point cela peut devenir compliqué et dramatique lorsque l'on mélange des gens avec la fièvre de l'or et une énorme pression. Au fil des saisons, la série a été le théâtre de nombreuses querelles enflammées, certaines explosives, d'autres qui couvaient sous la surface, mais toutes divertissantes à regarder. Ces tensions proviennent souvent de pannes d'équipement, de cibles manquées ou simplement de personnalités qui ne s'accordent pas. C'est le genre de drame qui tient les téléspectateurs en haleine. Mais pour les mineurs, c'est une dure réalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Dès la première saison, l'équipe d'Hoffman a préparé le terrain pour le chaos qui pourrait survenir. Mené par Todd Hoffman, ce groupe d'espoir était plein de rêves, mais manquait d'expérience. Leur manque de savoir-faire s'est rapidement transformé en une recette pour le désastre. Avec des pannes d'équipement constantes et des résultats d'exploitation médiocres qui ont ajouté au stress. Les choses ont atteint un point critique lorsque Jim Dorsey et Greg Ramsberg se sont affrontés d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Les esprits s'échauffent, les coups fusent, et le départ de Dorsey ressemble plus à une éruption qu'à une résolution. L'équipe va encore plus loin en démolissant sa cabane abandonnée, presque comme pour effacer les mauvaises ondes qu'il a laissées derrière lui. Avance rapide jusqu'à la saison 7 et Dave Turin se retrouve en désaccord avec Trey Paulson. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord, il s'agissait d'une véritable bataille d'ego qui s'est transformée en véritable bagarre. Turin, chargé de gérer une équipe, a fini par fournir du matériel à l'opération la plus réussie de Paulson. Le déséquilibre des succès était déjà assez grave, mais lorsque leur frustration s'est transformée en coup, il est devenu évident que travailler ensemble n'était plus une option. Après des années de loyauté envers l'équipe d'Hoffman, Turin s'est retiré, marquant la fin d'une époque pour l'un des acteurs les plus réguliers de la série. Les rivalités naissent de conflits d'idées et de fierté, laissant des traces à la fois sur le travail et sur la vie personnelle. Une autre querelle légendaire a été la lutte de pouvoir qui oppose Parker Schnabel et Tony Beets. Schnabel, le jeune génie, a d'abord vu Beets comme un mentor. Cependant, le style pragmatique de Beets et ses attentes très élevées ont rendu leur relation plus explosive que collaborative. Au fil des années, leurs disputes sont passées du mentorat personnel aux rivalités professionnelles. L'accès à la terre et la royauté provoquant des affrontements constants. La saison 8 a vu l'une de leurs plus grandes confrontations lorsque Beets a débranché la station de lavage de Schnabel, brandissant son autorité comme une arme. Schnabel a riposté à sa manière en déversant l'excès de terre sur les terres de Beets, prouvant qu'il ne se laisserait pas faire si facilement. Leur relation, marquée par un respect réticent et des frictions constantes, reste l'un des éléments déterminants de la série. Les tensions ne se limitent pas aux rivalités entre les équipes. Même au sein du camp Hoffman, le conflit semble inévitable. Dans la saison, un Dakota Fred Hurt a rejoint l'équipe et a immédiatement irrité les gens. Sa langue acérée et son attitude critique n'ont pas été bien accueillies, en particulier par James Harness, qui est devenu une cible fréquente des critiques de Fred. La tension entre eux a perturbé la fragile unité du groupe, créant une poudrière qui semblait prête à exploser à tout moment. Puis, dans la saison 3, le comportement arrogant de Dustin Stans en tant que contremaître a conduit à une nouvelle série de conflits internes. Son attitude a poussé la patience de l'équipe à bout, le forçant à manger humblement et à s'excuser juste pour que l'opération continue. La saison 11 a apporté un nouveau tournant avec Fred Lewis et son équipe de vétérans militaires. Bien que leur camaraderie soit admirable, le stress de l'extraction de l'or met à rude épreuve leurs liens solides. Un moment marquant fut lorsque Lewis se heurta à Johnny Stans à propos de décisions cruciales, déclenchant une dispute qui menaça de faire dérailler les efforts de toute l'équipe. Lewis s'en alla furieux, laissant le reste de l'équipe se demander s'ils parviendraient à tenir le coup. Les pressions exercées par l'exploitation aurifère ont une fois de plus prouvé qu'aucune fraternité ne pouvait protéger complètement un groupe des conflits internes. Les luttes de pouvoir ont également alimenté de nombreux drames au fil des ans. Parker Schnabel, souvent le plus jeune patron du site, a dû faire face à sa part de résistance de la part des membres d'équipage plus âgés et plus expérimentés.
Son style de gestion agressif et sa volonté inébranlable d'atteindre les objectifs n'ont pas toujours été bien accueillis, ce qui a conduit à des conflits notables, comme celui avec Dean Toshak dans la saison 9. La frustration de Toshak face aux méthodes de Schnabel a mis en évidence les défis que représente la direction d'une équipe où l'expérience et la jeunesse s'affrontent souvent. Ces moments ont souligné à quel point il est difficile d'équilibrer l'ambition et le travail d'équipe dans un environnement à enjeux aussi élevés. La pression financière a été une autre source incessante de friction. Dans la saison 10, Rick Ness a dû faire face à des dettes croissantes et à une série de pannes d'équipement. Le stress de la chasse à l'or avec des ressources en baisse a créé une atmosphère tendue, avec des désaccords sur les priorités et les stratégies qui ont fait surface. Pendant ce temps, les plans d'expansion ambitieux de Tony Beat ont souvent donné lieu à des conflits au sein de sa propre famille. Alors qu'il réclamait des opérations de dragage plus importantes, la pression s'est répercutée sur son équipage, y compris sur ses propres enfants. Kevin Beats, en particulier, s'est retrouvé en désaccord avec les exigences incessantes de son père. Une dynamique qui s'est jouée de manière dramatique dans la saison 15 lorsque Kevin s'est aventuré seul. Leur lutte de pouvoir et leurs conflits personnels ont ajouté une couche supplémentaire de complexité, déjà instable, à l'opération. Les drames familiaux ne se limitaient pas au clan Beats, même s'ils occupaient souvent le devant de la scène. La tension entre Tony et Kevin symbolisait les défis plus vastes que pose la combinaison entre affaires et famille. Qu'il s'agisse de contrôle, d'ambition ou simplement de visions différentes de l'avenir. Leurs désaccords ont mis en évidence la façon dont les relations personnelles peuvent ajouter un tout nouveau niveau de difficulté à une industrie déjà difficile. En observant leurs querelles se dérouler, il est clair que même si l'or peut briller, ce sont souvent les liens familiaux qui sont les plus durement touchés. Au fil de ces nombreuses saisons, Gold Rush nous a montré que la quête de la richesse ne se résume pas seulement à la terre, aux machines et aux pépites brillantes. Il s'agit de personnes, de leurs ambitions, de leurs défauts et des collisions parfois catastrophiques entre les deux. Chaque conflit, qu'il soit déclenché par des égos, des finances ou de simples malentendus, ajoute un nouveau chapitre au drame de la série. Pour les mineurs, ces combats sont réels, avec des enjeux qui vont bien au-delà de ce que nous voyons sur nos écrans. Mais pour les téléspectateurs, ces querelles rappellent que le véritable prix de l'or ne se mesure pas en onces. Cela se mesure en relations mises à l'épreuve et parfois brisées. Les moments explosifs de Gold Rush servent de microcosme de la condition humaine, où l'espoir, la cupidité et la résilience entrent en collision de manière imprévisible. C'est ce regard brut et sans filtre sur les gens sous pression qui fait que les fans reviennent saison après saison. Les plus grandes querelles de la série ne sont pas seulement divertissantes. Elles reflètent les efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves, même si cela signifie brûler des ponts en cours de route. Et tant qu'il y aura de l'or à trouver, vous pouvez parier que le drame continuera de s'approfondir. Chaque nouvelle saison apporte de nouveaux visages, de nouveaux défis et la même vieille question. Jusqu'où iront-ils pour devenir riches? Des terres difficiles du Klondike à sa propre voie. L'histoire de Kevin Beats consiste à laisser sa propre marque dans l'exploitation aurifère, du Klondike au Projecteur. Né le 10 juin 1988, Kevin Beats est né dans une famille où l'or coulait plus profondément que les veines du Klondike. 16 parents, Tony et Minnie Beats, n'étaient pas n'importe quel couple. Ils étaient des légendes du monde minier et il était le premier de leurs 3 enfants. Avec un frère cadet, Mike, né en 1990 et une sœur, Monica. Née en 1993, les frères et sœurs Beats ont grandi, entourés du rugissement des machines lourdes et du grincement de la poussière d'or. Pour lui, l'extraction d'or n'était pas seulement un travail en coulisses. C'était un mode de vie hérité avant même qu'il sache tenir une pioche. Dès son plus jeune âge, son terrain de jeu n'était pas un jardin, mais le terrain accidenté du Klondike. À 13 ans, il connaissait déjà les mènes. Son père, Tony Beats, a veillé à ce qu'il reçoive une éducation de première main, non pas dans les livres, mais en transportant des pierres, en réparant des machines et en regardant des fortunes se créer et se perdre en un clin d'œil. Ayant grandi dans un tel environnement, il a appris que travailler dur n'était pas une option. C'était la règle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il développe une attitude de dur à cuire.
qui correspondait à la personnalité pragmatique et réputée de son père. À 19 ans, les responsabilités ont commencé à augmenter. À ce moment-là, il ne se contentait plus d'aider les autres. Il dirigeait les équipes de la concession de Paradise Hill. C'était un travail qui comportait de gros enjeux. Et il a prouvé qu'il pouvait le relever. Des années d'expérience dans le domaine des opérations minières lui ont donné un avantage dont la plupart des gens de son âge ne pouvaient que rêver. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il aurait pu s'appuyer sur la réputation de sa famille, il a choisi de tracer sa propre voie. Une décision qui allait façonner son avenir de manière inattendue. Sa soif de connaissance l'a éloigné des mines, du moins temporairement. Il s'est inscrit à l'Université du Nouveau-Brunswick, se plongeant dans un mélange inhabituel de leadership interdisciplinaire et d'informatique. Diplômé en 2012, il a acquis bien plus que de simples connaissances théoriques. Son éducation lui a donné une nouvelle approche de l'exploitation minière, en combinant technologie et leadership dans une formule qui allait s'avérer inestimable. Alors que d'autres voyaient l'exploitation aurifère comme une question de force et de courage, il était prêt à mettre son cerveau dans l'équation. Faute de son diplôme, il revient à l'entreprise familiale avec de nouvelles idées et une détermination renouvelée. Entre 2011 et 2013, il dirige le campement Eureka, un projet minier crucial qui renforce encore davantage son rôle de leader. Sa gestion ne consiste pas seulement à assurer le bon fonctionnement des opérations, mais aussi à repousser les limites. Il a trouvé des moyens de rendre le processus plus rapide, plus sûr et plus efficace, prouvant que les méthodes modernes pouvaient fonctionner de concert avec les techniques d'extraction minière traditionnelles. Mais ses talents ne se limitaient pas à son leadership. Il était un maître des machines, un magicien avec un chalumeau à souder et un génie mécanique capable de faire ronronner comme un chaton même l'équipement le plus récalcitrant. Cette expertise pratique est devenue l'un de ses plus grands atouts. Qu'il s'agisse de fabriquer de nouvelles pièces ou de redonner vie à des machines vieillissantes, ces compétences ont permis aux opérations minières de Beats d'économiser du temps et de l'argent. Il n'est pas exagéré de dire que son savoir-faire technique est devenu l'un des piliers du succès de la famille. Bien qu'il se soit concentré sur son activité, son travail lui a également valu une place sous les projecteurs. La ruée vers l'or de Discovery Channel a fait entrer la famille Beats dans des millions de salons et il est devenu un visage familier pour les fans de l'émission. À l'écran, son expertise et son dévouement étaient évidents. Mais il en était de même de sa volonté de moderniser les techniques d'exploitation minière. Il ne se contentait pas de rester fidèle aux anciennes méthodes. Il prônait l'innovation, qu'il s'agisse de nouvelles technologies ou de pratiques plus sûres, repoussant toujours les limites de ce que l'entreprise familiale pouvait accomplir. Dans sa vie personnelle, il a trouvé quelqu'un qui partageait sa passion pour l'exploitation minière et son éthique de travail acharnée. Sa compagne, Faith Ting, est devenue non seulement une coéquipière sur Gold Rush, mais aussi un pilier de soutien dans sa vie. Ensemble, ils ont navigué dans le monde sous haute pression de l'exploitation minière, prouvant que des objectifs communs pouvaient constituer une base solide pour l'amour et le travail. Leur relation reflétait son engagement non seulement envers sa carrière, mais aussi envers la construction de quelque chose de durable dans tous les aspects de sa vie. Son histoire est celle d'un courage, d'une détermination et d'une volonté inébranlable de s'améliorer. D'un jeune de 13 ans apprenant les ficelles du métier dans les mines à un diplômé universitaire qui révolutionne l'entreprise familiale, son parcours est tout sauf ordinaire, en cours de route. Il a montré que l'exploitation minière ne se résume pas seulement à extraire de l'or. Il s'agit d'évoluer constamment et de trouver de nouvelles façons de réussir. Pour lui, l'avenir semble aussi brillant que l'or qu'il a passé sa vie à chercher, et ses contributions à l'industrie laisseront certainement une marque durable. La décision de Kevin de s'associer à Parker est-elle une décision intelligente pour l'avenir? Ou s'agit-il d'une trahison impardonnable de la loyauté familiale? Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.